Salut tout le monde, bienvenue dans A priori. Toi aussi, tu as peut-être déjà participé à des manifestations pro-Palestine, des manifestations tout à fait pacifiques. Et pourtant, peut-être que l'un ou l'une des organisateurs, organisatrices de cette manifestation était une figure de l'extrémisme, une figure même du terrorisme. Ce scénario, il est possible et il se vérifie par une enquête monumentale menée par une journaliste d'investigation. Elle est l'invitée d'A priori. Salut Nora. Salut. On est très content de te recevoir ici dans A priori. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis Paris. On te reçoit pour ce livre, Les nouveaux antisémites. Plus qu'un livre, c'est une véritable enquête. Et on voulait te remercier d'enquêter, d'investiguer. Pas forcément parce que le sujet est brûlant et qu'il demande d'investiguer, mais parce que nous, ce en quoi on croit dans l'équipe d'A priori, c'est que parfois ça vaut la peine d'aller rencontrer ceux qu'on juge, ceux qu'on pense parfois détester, haïr, pour comprendre peut-être le procédé que cache parfois un acte posé. Donc merci à toi pour ça, parce que c'est un fabuleux, monumental travail de journalisme. On se sent tout petit, nous, en tant que journalistes, à tes côtés. Merci pour ça. Ceci n'est pas un débat pour ou contre Israël, pour ou contre Palestine. C'est une enquête qui cherche à comprendre comment certaines mouvances plus ou moins terroristes, je ne sais même pas si on peut le dire comme ça, infiltrent des luttes progressistes. Alors là, déjà, on a perdu tout le monde. On va revenir sur les termes, c'est hyper important. Mais je voulais quand même te demander de te présenter. On le fait rarement, mais ici, je crois que vu l'objet sensible de l'enquête, c'est important. Oui, alors déjà, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour ce bel accueil. Alors, je m'appelle donc Nora Bussini, je suis journaliste d'investigation. En France, je travaille pour plusieurs médias, Le Point, Franc-Tireur, Marianne. Et à côté, j'écris des ouvrages. Mon dernier, effectivement, Les nouveaux antisémites. J'ai un mode de travail qui est le mode de l'immersion, c'est-à-dire que je vais participer à des événements, des groupes de parole, des manifs, des groupes d'action, etc., sans spécifier que je suis journaliste. Et j'ai une spécialisation en ultra-gauche, en militantisme d'ultra-gauche. Ultra-gauche, qu'est-ce que c'est ? C'est très, très polarisé. On va avoir des militants qui appartiennent, par exemple, à l'écologie, qui répondent de l'écologie radicale, d'autres qui vont appartenir à des mouvements antifascistes. On va entendre aussi parler des Black Blocs, etc. Et en l'occurrence, je travaille depuis le 7 octobre, mais déjà bien avant aussi, sur les questions de lutte contre les discriminations, sur les questions aussi de féminisme et les LGBT-phobies. Donc c'est là qu'on voit déjà qu'il y a une intersectionnalité des luttes. Restez bien avec nous, chère audience, parce qu'on va essayer de comprendre tout ça. C'est beaucoup de termes qu'on entend, même dans l'actualité. Et parfois, on se demande, attends, mais l'ultra-gauche, de quoi elle nous parle ? Antifascisme, attends, c'est fascisme. Ah non, c'est antifascisme. Attends, oui, on est sur une négation. Donc tout ça, on va y revenir. Tu es de quelle confession et de quelle origine ? Alors, moi, je suis franco-marocaine. J'ai une partie de ma famille qui est de confession musulmane. Moi, non. Mais je crois en Dieu. C'est tout. Voilà. Tu n'es pas juive. Voilà, pas du tout. Non, effectivement. Non, mais voilà, désolée, c'est un peu intime comme question. Non, mais c'est important de le dire, je ne suis pas du tout juive. Par exemple, je ne suis jamais en Israël de ma vie. Du coup, ça me fait toujours sourire un petit peu de manière triste quand je vois que, par exemple, on dit que je suis une agente du Mossad, que je bosse avec le gouvernement. Alors, je n'ai jamais mis un pied là-bas. C'est assez dingue. Et puis, évidemment, tous ceux que tu pointes te traitent assez naturellement de fascistes, ainsi que les médias pour lesquels tu travailles, que ce soit Franc-Tireur ou Le Point, voilà, autant de médias fascistes selon certains et certaines. Ce que tu expérimentes pendant un an, ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu nous racontes, c'est parfois mais d'une violence extrême, d'une cruauté même. Franchement, il y a des textes que tu reprends tels quels, qui circulent dans les mains de certains collectifs de l'ultra-gauche. En fait, ça glace le sang. Moi, vraiment, j'ai été choquée par ce livre. Or, il est vrai il y a certaines choses qui sont un peu perceptibles, mais qu'on a du mal à saisir. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, toi, que ce soit aujourd'hui avec du recul ou sur l'instant T ? Sur l'instant T, il y a eu, il y a eu tellement de moments parce que, tu vois, ça me restait en tête comme une litanie, tous ces chants, on appelait à faire notamment un déluge d'Al-Aqsa en France. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom donné à l'attaque terroriste du 7 octobre. Du coup, on appelait vraiment à faire ça en manif. C'était pas facile. Mais je crois que le pire moment, ça a vraiment été quand j'étais dans la ville de Strasbourg, ville française, où en fait, les manifestants manifestaient chaque semaine contre la maire et écolo de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, parce qu'ils voulaient qu'elle mette fin au jumelage historique entre la ville de Ramat Gan en Israël et la ville de Strasbourg.
Et en fait, avec ces militants, là, j'avais participé à une manif avec eux le samedi matin, samedi midi. Et ils sont allés devant McDonald's, parce que McDonald's fait partie des enseignes accusées de soutenir Israël. Mais c'est le mouvement boycott des investissements sanctions, qui est un mouvement qui appelle à boycotter tout ce qui est lié de près ou de extrêmement, mais extrêmement loin à Israël. Et en l'occurrence, on s'est mis à scander avec les manifestants sur des familles qui étaient avec des enfants en train de manger des Happy Meal. Vous mangez la chair des enfants palestiniens. Et du coup, en fait, ils étaient complètement terrifiés. Il y a eu une sorte de mouvement de foule. Ils sont retranchés dans le McDo. Les flics sont intervenus. Et en fait, moi, c'était vraiment de voir la peur dans le regard de ces enfants qui sont là en train de manger un McDo et à qui on dit qu'ils mangent de la chair d'autres enfants, qui, je crois, m'a le plus choqué. Ouais, d'ailleurs, j'entendais en interview que tu disais qu'une des limites que tu t'étais fixée, c'est je ne m'attaque pas aux enfants. Ouais. Parce que c'est vrai, quand on fait cet exercice d'immersion journalistique, on se demande un peu où est la limite, jusqu'où je vais pour essayer de comprendre le mouvement. On va reprendre tout depuis le début. Là, je voulais simplement remettre un petit peu le cadre. Et il y avait des termes que j'avais envie de t'entendre définir, parce que pas plus tard que ce matin, j'ai un débat avec un ami et un collègue journaliste. On est tous les deux assez au taquet sur les questions internationales. On avait deux définitions du sionisme différentes entre journalistes qui traitent de la question. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment matière à délibérer, disons. L'ultra-gauche, c'est quoi? Et vraiment, je te demande de façon assez concise, juste pour que l'audience ait en tête ces grands termes que tu utilises beaucoup, beaucoup dans le livre. Oui, alors l'ultra-gauche, justement, je prenais l'exemple tout à l'heure, ce sont différents groupes militants qui estiment appartenir à l'extrême gauche du spectre politique, mais qui englobent aussi bien, comme je le disais, les écolos radicaux, les antifascistes, les black blocs, etc., les mouvements décoloniaux, mais ils ont tous en commun un rejet des institutions démocratiques et une volonté notamment révolutionnaire. Voilà, si on doit c'est vraiment la limite avec l'extrême gauche, quoi. L'extrême gauche est encore relativement elle peut être politique, alors que eux, c'est vraiment militant. C'est militant, mais ils ont ce point commun-là, qui est ce rejet des institutions démocratiques, effectivement. En fait, c'est le souhait d'une anarchie, d'une guerre civile. Alors, guerre civile, eux, ils ne voient pas ça comme une forme de guerre, mais en tout cas, oui. Mais alors, il n'y a pas que des anarchistes. Oui, effectivement, il y a des communistes libertaires parmi leurs rangs, mais c'est pour ça que c'est extrêmement fragmenté, et c'était très fragmenté jusqu'au 7 octobre. Mais ça, on y reviendra, bien sûr. J'allais te demander l'extrême gauche, mais là, on a bien compris la différence. Bon, ultra-droite, extrême-droite. Voilà, mais ceci dit, c'est important de rappeler quand même qu'il y a vraiment une porosité entre le militantisme d'ultra-gauche et le militantisme d'ultra-droite. Et c'est aussi important de rappeler qu'il y a toujours un antisémitisme à l'extrême droite, évidemment. C'est l'antisémitisme elle-même. Il a seulement changé de costume, en l'occurrence. Et c'est vraiment important de le rappeler. C'est pas parce que je travaille sur l'antisémitisme d'ultra-gauche que je nie parfaitement l'antisémitisme à l'ultra-droite. D'ailleurs, on te reproche parfois de faire toi-même partie de l'extrême droite, et tu rappelles que tu as écrit des études, des articles je travaille sur beaucoup. le Alors, RN. j'ai moins de connaissances parce que j'ai pas de spécialisation sur les questions du RN. J'ai des confrères qui font un travail exceptionnel sur l'extrême droite, notamment en France, et pas que. Et vraiment bravo à eux. Mais moi, j'ai le droit aussi d'avoir ton champ de compétences. Champ de compétences. Et c'est pas parce que je documente et je travaille, je stigmatise pas la gauche parce que je documente ses angles morts. Antifascisme. Alors, antifascisme va s'opposer du coup à la question du fascisme, à la question des dictatures. Et là, dans la question de l'antifascisme, profondément, c'est l'idée de s'opposer à tout ce qui va être, j'essaie de le faire simplement, à tout ce qui va être une idéologie d'ultra-droite, et notamment à des mouvements de répression. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup chez les antifascistes un engagement anti-police, et plus particulièrement anti-violence policière. C'est ce qui va vraiment mettre en commun les luttes. On les surnomme aussi les antifas. Nous, on a beaucoup de collectifs antifascistes en France qui venaient affronter initialement l'extrême droite historique sur leur champ de bataille qui était la rue, et qui aujourd'hui vont virer vers une forme de fascisme, notamment dans la censure et dans la violence. Et d'ailleurs, tu expliques, toi, que tu as toujours cru que cette convergence des luttes dont on va parler dans un instant, elle s'articulerait autour des violences policières, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'émoi au moment de George Floyd, et puis plus tard avec toutes les histoires dramatiques que vous avez vécues en France, nous en Belgique, que ça s'articulerait autour de ça, mais non, finalement, c'est autour de la question palestinienne, on y reviendra. Ça, c'est pour antifascisme, fascisme. Idéologie trans. Alors, moi, j'emploie pas le terme idéologie trans parce que c'est un terme qui est quand même assez connoté, qui peut être vraiment accusé de transphobie, parce que ça viendrait dire que les personnes trans sont là pour convertir d'autres personnes à la transidentité. Or, la question de la transidentité, j'ai plusieurs personnes trans qui témoignent dans mon livre, justement, c'est un chemin personnel, et c'est la question de la transidentité, qu'est-ce que c'est? C'est d'être
pas nés avec le sexe assigné à la naissance n'est pas celui qui nous convient. Et c'est pour ça que les personnes souhaitent entamer des transitions de genre, en l'occurrence. Donc pour moi, je ne veux pas parler d'idéologie trans. Toutefois, je vais parler de radicalité dans le militantisme trans, effectivement. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes trans sont radicales dans leur militantisme. Mais oui, il y a des militants trans radicaux et j'en parle dans cet ouvrage, justement. Bon, encore 2 petits derniers. Désolée pour ceux et celles qui nous écoutent et pour toi, Nora, mais je crois que c'est important de poser le cadre, sinon personne ne parle de la même chose et on s'y perd. Le sionisme. Ah, le sionisme. Alors, effectivement, il y a plein de définitions. Moi, j'étais assez subjuguée. Quand en manif, on venait d'hurler avec d'autres militants et étudiants « sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes ». Et après, je leur disais « mais ça veut dire quoi le sionisme ?» Ils me disaient le sionisme, c'est tous ceux qui soutiennent le gouvernement de Netanyahou. Or, ce n'est pas du tout la bonne définition. Spoiler alerte. La question du sionisme, c'est l'autodétermination du peuple juif et c'est le droit au peuple juif à disposer d'un État. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on justifie le gouvernement à la tête de cet État. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on justifie la colonisation, notamment dans d'autres pays au niveau d'autres frontières. C'est tout simplement ça. Quand on est pour l'autodétermination de tous les peuples, ça va aussi avec le peuple juif. Et encore une fois, il faut rappeler, parce qu'il y a quand même une base, on peut être juif sans être pratiquant juif. La question de la judéité est une question d'origine aussi. C'est pas une question de confession et de religion. Et on peut être queer et être sioniste. Oui, on peut être queer et être sioniste. Et techniquement, la France insoumise, qui est un des partis politiques sur lesquels j'ai beaucoup travaillé en France, serait techniquement sioniste puisqu'elle disait qu'elle était pour une solution à 2 États. À partir du moment où on dit « je suis pour une solution à 2 États », c'est qu'on est sioniste. Ah oui, intéressant. Celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Tu vois, comme quoi. Voilà, après, il y a d'autres termes. Néocolonial, ça vient assez régulièrement aussi. Impérialisme, ça, on sent que c'est ce qui englobe tout. C'est un discours, effectivement, qui est propre à l'ultra-gauche, mais qui va avec les questions décoloniales. Les questions décoloniales, elles sont majeures pour comprendre pourquoi il y a une telle fragmentation dans les luttes progressistes, féministes, LGBT, etc. Parce que tout est vu sous un prisme assez binaire de la posture de la personne colonisée, de la personne colon. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, évidemment, de la colonisation et les massacres qu'ont engendré la colonisation. Toutefois, de voir tout cela par une logique binaire, c'est dangereux. Et par exemple, moi, dès le 7 octobre, je le raconte dans le livre, je constate dans des stories Instagram de militants LGBT, de militantes féministes extrêmement progressistes et engagées, je les vois se réjouir, pour certaines exulter de joie, en disant à quel point c'était magnifique de voir le colonisé, donc en l'occurrence le Hamas, enfin se rebeller contre le colon, donc en l'occurrence des civils israéliens, notamment au Festival Nova. Oui, ça c'est un peu la façon dont tu nous plonges dans l'enquête, c'est que tout de suite dans les manifestations féministes, notamment pour le 8 mars, on se rend compte que tous les collectifs qui essayent de rendre hommage aux femmes victimes des viols atroces commis le 7 octobre sont exclus du cortège, voire même vraiment lynchés, voire violentés par d'autres féministes. Donc c'est vrai qu'on se demande un petit peu... quelle est la limite de cet effet miroir où on accuse l'autre de discrimination, on accuse l'autre d'exclusion et on fait nous-mêmes exactement ce qu'on accuse l'autre de faire. Donc c'est un truc où on est complètement perdu et assez étonné. Nora, on parle quand même de l'émergence d'une nouvelle idéologie dans ton livre. C'est quoi cette idéologie ? Cette idéologie, c'est une idéologie donc mortifère qui est la question en fait, qui part d'une idée magnifique qui est la convergence, d'une idée magnifique, je peux pas dire ça, d'une utopie qui est la convergence des luttes, qui est de dire on va réussir à assembler toutes les luttes, celles dont je te parlais tout à l'heure, qui sont extrêmement fragmentées, et on va les assembler autour, cette fois-ci, d'une cause commune, que serait donc techniquement l'antisionisme, sauf que je montre comment l'antisionisme est le faux-nez de l'antisémitisme, et surtout comment la figure dite du sionisme, et pour ne pas dire le juif, même si beaucoup disent finalement les juifs, devient un petit peu le symbole, le porte-étendard de cette lutte révolutionnaire, qui est de dire, donc cette idéologie, ça va être vraiment une idéologie décoloniale. Ils vont scander par exemple beaucoup l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Ils vont parler, comme je le disais tout à l'heure, par des mouvements et par des réflexes binaires, colon-colonisé. Donc nous luttons contre toute forme de colonisation, quelle qu'elle soit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'issue de cette enquête, tu comprends pourquoi la question palestinienne, la guerre à Gaza, la guerre en Israël, ont nourri aussi fort ces luttes de base quand même progressistes, qui veulent plus d'égalité, plus d'inclusion, qui veulent effectivement le respect des droits de tout un chacun. Pourquoi cette connivence est aussi forte ? Alors, c'est important d'y revenir parce que souvent, quand on me demande de quoi traite exactement le livre, je dis qu'il y a
une empathie légitime pour le sort des civils israéliens, et c'est important de dire le mot légitime, qui est instrumentalisé et manipulé par des militants ultra-radicaux, dont certains sont ou feraient avec des organisations reconnues comme terroristes ou avec des organisations fréristes, donc qui appartiennent à la confrérie des frères musulmans. Ça, dans le livre, je fais très attention. J'accuse personne sans raison d'être un islamiste, d'être un frère musulman, etc. Ça, je fais très gaffe. Vraiment, je donne toujours des faits et des liens concrets et que je prouve, en l'occurrence. Et donc, la question palestinienne et cette empathie légitime, elle est instrumentalisée. Pourquoi ? C'est parce qu'aussi, et en face, il y a un peuple qui est un peuple hébreu. Et la question du juif, une question qui de tout temps cristallise les haines. On le sait très bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des massacres atroces en Palestine, attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réponse qui est disproportionnée, qui est celle du gouvernement israélien, évidemment. Mais ce que je veux juste dire, c'est que, et je vais citer Rima Hassan dans une interview qu'elle a donnée en mai 2024 et qui a ressurgi énormément en ce moment, mise en lumière par la communauté noire, quand elle dit, quand on l'interroge sur la question du Congo, par exemple, elle dit il y a une urgence sur la question palestinienne qu'il n'y a pas ailleurs. Mais pourquoi il y a cette urgence sur la question palestinienne? C'est ça que j'allais dire, c'est qu'en fait, il y a cette convergence des luttes, notamment portée par des figures comme Rima Hassan, qu'on aimerait beaucoup recevoir ici d'ailleurs, mais qui tolère peu les autres luttes. Finalement, dans la bouche de Rima Hassan, ce qu'on entend, c'est la question palestinienne. C'est pas la question LGBT, c'est pas la question féministe. Oui, elle a un discours, attention, on sent qu'elle est féministe, qu'elle l'amène dans ses discussions, mais ça reste la question palestinienne. Donc cette convergence des luttes, au final, oui, mais tant que les autres luttes restent murmurantes, quoi. Alors, justement, elle a été invitée en Belgique pour pouvoir parler du sort de la question de la République démocratique du Congo. Elle n'a pas pu s'empêcher de ramener ça directement sur la question palestinienne, encore et toujours, parce que pour elle, c'est le centre névralgique de toutes les autres luttes. Et pourquoi ça ? Parce qu'en face aussi, il y a un peuple hébreu. Il faut se rendre compte de ça. Je me permets juste de dire quelque chose. Je ne sais pas forcément si Rima Hassan, on peut dire qu'elle est féministe, parce qu'en l'occurrence, elle a reçu au Parlement européen deux collectifs, le FEMISO et l'ALAB, qui sont deux collectifs sur lesquels j'ai beaucoup enquêté et qui ont des liens avérés avec les frères musulmans. Et donc, en l'occurrence, on ne la voit pas avoir des accointances et des soutiens avec d'autres collectifs féministes ou LGBT. Et ça, du coup, c'est pour ça que moi, je ne peux pas dire qu'elle appartient forcément à un féminisme. Moi-même, je soutiens des collectifs féministes, je ne m'en cache pas. Je les ai mises des féministes et LGBT, je ne m'en cache pas. Mais donc, elle, je ne pourrais pas dire qu'elle est forcément féministe. Ok, intéressant. On va passer peut-être à un florilège de faits, parce que, à nouveau, pour ceux et celles qui nous écoutent, se dire, sur quoi on se base. Très vite, dans le livre, je le disais, il y a des mots très forts. On demande de couper des têtes, on demande de donner des points, de rendre des coups. Ça, c'est des mots écrits noir sur blanc par un collectif à qui il est reproché d'avoir utilisé des matraques lors d'une manifestation. Et donc, ce collectif se répond. Et donc, il y a tous ces mots très, très virulents, quelque part pour légitimer la haine, la violence et vraiment l'utilisation de la violence. Ça, c'est majoritaire, cette violence en fait qu'on retrouve à la fois dans les mots, cet appel surtout à la haine, c'est vraiment prenez les poings, rendez les coups. Une militante trans qui dit je ne me suis jamais sentie aussi bien dans mon corps que quand je rends les coups, quand je tape des gueules, en gros. Enfin, c'est super fort, quoi. La question de la violence, elle est primordiale au sein des luttes et de ces luttes militantes. Et c'est comme ça qu'elle réussit à fédérer, à emmener une partie de la jeunesse avec elle, parce qu'on est plus engagé, plus enragé. Il suffit d'une lettre de différence pour voir, surtout quand on est plus jeune. Mais en l'occurrence, c'est pour ça qu'elle est aussi plus facilement manipulable, cette question de la violence. Et oui, moi, j'ai été présente dans énormément de moments de violence. J'ai recueilli tellement de témoignages de personnes victimes de violences. On pense le 8 mars 2024 en France, mais aussi en Belgique, à Bruxelles. Et à Bruxelles et à Paris, des femmes juives étaient encerclées, on leur jetait pour certaines des tessons de bouteilles sur le visage. Tout ça parce qu'elles étaient accusées d'être des sionistes, en l'occurrence, alors qu'elles sont féministes et juives.
Le 8 mars 2025, par exemple, à Paris, moi j'étais du côté des collectifs. Alors, on va peut-être donner quelques noms. Un collectif qui s'appelle Urgence Palestine, qui en passe de dissolution en France pour sa radicalité et sa violence. Et en l'occurrence, j'étais aussi avec Samidoun. Samidoun, qui est une organisation reconnue comme terroriste dans de nombreux pays, le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, Israël aussi, parce qu'elle est la façade du Front populaire de libération de la Palestine, une organisation terroriste qui a participé au massacre du 7 octobre. Comme ça, j'ai expliqué un petit peu ce que c'était. Et donc Samidoun et Urgence Palestine ont réussi à phagocyter les luttes féministes et même à décréter que le 8 mars 2025, à Paris, les féministes juives de Nous Vivrons et les iraniennes de Femmes Azadi n'auraient pas le droit de défiler avec le reste du cortège. Donc c'est quand même des hommes, pour certains liés à des organisations terroristes, qui viennent donner des ordres sur le féminisme. Et moi, j'ai assisté à des scènes de violence inouïes, notamment à l'encontre d'un député socialiste qui s'appelle Jérôme Guedj, qui a été reconnu au sein de la foule, qu'on a poussé, il a vécu plusieurs heurts, c'était très violent ce qu'il a vécu, au cri de c'est un sioniste, sale sioniste, etc. Donc effectivement, la violence, elle est partout, elle est glorifiée aussi. C'est pour ça qu'on retrouve énormément de tags faisant l'apologie du 7 octobre, appelant à faire justement un déluge d'Al-Aqsa, que ce soit en France, mais aussi en Belgique, en l'occurrence. Et on a quand même, nous, des députés, en tout cas en France, qui légitiment ça et qui cautionnent ça, outre le fait que soit ils sont silencieux, soit ils applaudissent même. Et c'est le cas de Rima Hassan, je révèle justement à l'ULB, quand elle applaudit avec la foule et qu'elle scande au sein même de l'université « Vive la lutte armée du peuple palestinien ». J'allais exactement te poser cette question, de savoir ce que ça signifie, cette phrase, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment aujourd'hui que à la fois beaucoup de choses sont banalisées, beaucoup de mots pensent être compris. Et il y a évidemment tout ce récit de dire que quelque part le peuple palestinien est tout à fait en droit de répondre par les armes. Et c'est ce que dit toujours Rima Hassan, quand on a été opprimé pendant tant d'années. Et alors elle utilise son récit personnel. Mon père est dans le camp dans lequel il mourra probablement, dans lequel moi je suis née. Quand on a vécu toute sa vie des oppressions, quand toute sa vie on a vu de la radicalité, on ne peut que répondre par les armes. Et quelque part, c'est un récit que n'importe qui peut entendre. Pourquoi ça, c'est problématique, cette phrase? Alors, cette phrase, elle est problématique. Pourquoi? Déjà, dans le cas du père de Rima Hassan, j'explique dans le livre quand même que son père est accusé, en tout cas en Syrie, d'avoir travaillé pour une usine qui fabrique des missiles balistiques pour la République islamique d'Iran. Donc, quand elle a un discours purement victimaire, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Je l'ai contactée pour le contradictoire, elle n'a pas voulu me répondre. Mais quand on appelle à glorifier la résistance armée en l'occurrence, on parle ici du Hamas, on parle du Front populaire de libération de la Palestine, 2 organisations reconnues comme terroristes. Dans le cas du Hamas, elle applique les lois de la charia en Palestine. Prenons juste la question LGBT. Il y a une magnifique enquête de Courrier International qui est sortie en 2022 et qui raconte ce que c'est d'être gazaoui et LGBT sous le joug du Hamas en Palestine. Les lois de la charia, c'est l'interdiction d'être LGBT, par exemple, en Palestine. Et donc, dans le cas du Hamas et du Front populaire de libération de la Palestine, eux s'opposent, par exemple, violemment et commettent maintenant même des exactions sur les civils palestiniens et sur des Palestiniens qui sont jugés complices des sionistes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement grave quand Rima Hassan, par exemple, il y a quelques jours, faisait une story sur ses réseaux sociaux où elle glorifiait les exactions commises par le Hamas sur des Palestiniens. Parce que les Palestiniens, les civils palestiniens, et c'est pour ça qu'il ne faut pas amalgamer palestiniens avec terroristes, évidemment, c'est très important de le dire, mais une organisation terroriste est par définition interdite. Elle n'a pas le droit. En tout cas, nous en France, on ne les reconnaît pas, on les reconnaît comme terroristes, et c'est le cas de l'Union européenne. Et donc, les soutenir et les applaudir, c'est illégal. L'apologie du terrorisme est illégale. Et c'est ça qu'il faut faire le distinguo quand des gens vont dire « mais je comprends pas, il y a beaucoup de militants qui me disaient « mais moi j'ai été arrêté, je vais être jugé parce que je soutiens juste les Palestiniens ». Non, il y a une différence entre soutenir les civils palestiniens et glorifier le Hamas. Et l'apologie du terrorisme, c'est comme si tout simplement, moi je vous disais félicitations à Daesh, félicitations aussi aux terroristes qui ont commis le Bataclan. Non, sauf que là, dans la phrase, c'est peuple palestinien, ce qui donne l'impression à ceux qui la lutte scandent armée, cette phrase. La lutte armée. Effectivement, quand ils vont dire peuple palestinien, ils vont dire la lutte armée du peuple palestinien, ils ont l'impression que c'est le Palestinien victimaire enfin victime plutôt, qui prend les armes. Or là, ce que tu nous dis, c'est que non, ça reste tout. D'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, j'étais sur la boucle de Telegram de Samidoun encore tout récemment et je voyais qu'il qualifie l'autorité palestinienne
palestinienne, d'autorité palestinienne traîtresse. En permanence, ils les appellent les traîtres. Donc en fait, il y a bien là une dimension qui est de rejeter toute forme de questionnement du peuple palestinien, questionnement légitime, toute forme de critique du peuple palestinien à l'encontre du Hamas, parce qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'ils appellent la lutte armée, mais qui est du terrorisme, et une autorité palestinienne qu'on peut tout à fait critiquer pour ses positions politiques, mais qui n'est pas terroriste. D'ailleurs, je vais venir vers les étudiants, mais ça me fait penser à un passage de ton livre qui montre très bien les limites de la convergence des luttes. C'est cette personne queer au sein de la flottille qui se fait arrêter à Tunis parce que en fait, les personnes queer ne sont pas acceptées à partir de ce périmètre-là. Donc ça montre bien quelque part que parfois, on ne sait pas exactement où on met les pieds, mais au nom du collectif, on scande tout, on est unis derrière. Et après, j'ai encore un autre truc à dire parce que il y a beaucoup d'éléments. Sur la jeunesse, parce que à nouveau, quand on parle de l'ULB, tu parles de l'ULB dans le livre, en disant que voilà, ça t'étonne aussi la façon dont certains messages sont diffusés dans une université libre à Bruxelles. Quand tu entends ces jeunes scander vive la lutte armée du peuple palestinien, le point levé, en criant, en accueillant Rima Hassan, c'est un auditoire, c'est pas un auditoire singulier, hein, c'est des gens qui sont là, des étudiants. Et d'ailleurs, la plupart des étudiants ont voté pour la nomination de Rima Hassan, donc ça montre bien que son nom est quand même glorifié. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, toi qui as déjà l'historique un peu de toute ton enquête? Moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Je me revois à l'ULB quelques mois plus tôt parce que j'y suis allée. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants, de professeurs aussi qui ont témoigné dans le livre. J'ai retracé toute la genèse et l'explosion de cet antisémitisme au sein du campus. Et en fait, je me dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris ou ils ne voient pas ou ils ne veulent pas voir qu'il y a quand même eu un étudiant juif qui a reçu un coup à la gorge au cri de « c'est un sale juif, il faut le frapper ». On a quand même eu... le 7 octobre tagué et glorifié partout. Moi, je suis allée dans une cafétéria, une des cafétérias principales de l'ULB, où il y avait une énorme affiche avec marqué Long Live to the Palestinian Resistance, alors que les étudiants déjeunaient. Et en fait, on voit très bien là qu'il y a vraiment, encore une fois, une fracture entre un soutien à la cause palestinienne et un soutien au terrorisme. Et c'est pour ça, je repense toujours à chaque fois aux étudiants désespérés qui ont tenté d'alerter la rectrice que j'ai interviewée aussi, hein, évidemment, la rectrice, exactement, parce qu'un homme intervenait, comme il y en a eu beaucoup au sein de l'université, qui devait intervenir, il est venu, et sur ses réseaux sociaux, il était très suivi, on pouvait le voir prêter allégeance à l'État islamique sur ses réseaux sociaux. Mais et ça veut dire quoi, prêter allégeance? Prêter allégeance à l'État islamique. Quel type de phrase? Et bien là, prêter allégeance, dans lui, c'est faire le signe, donc il s'était grimé comme un terroriste, et sur ses réseaux sociaux, il faisait le doigt levé vers le ciel, qui est donc en l'occurrence, on prête allégeance à l'État islamique, donc c'est prêter allégeance à des organisations terroristes islamiques qui ont perpétré des attentats meurtriers, notamment en Europe, des persécutions qui ne concernent pas en l'occurrence que les Juifs. Et ces personnes-là ont le droit d'intervenir au sein de l'université. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, il faut se rendre compte qu'il y a cette instrumentalisation de ces jeunes et qu'eux-mêmes ne soient pas, qu'en laissant cette porte ouverte-là, ils font rentrer les plus radicaux. Et c'est ce qui s'est passé à l'ULB. Ce qui est compliqué, c'est de nouer, j'allais dire renouer, mais même de nouer le dialogue avec ce que tu appelles ces jeunes. Bon, on sait très bien que les jeunes détestent qu'on dise ces jeunes, mais bon, voilà, à un moment, on doit parler de la Gen Z, donc bien sûr, cette génération née à partir de 95, parce qu'il y a tellement d'émoi que si on pose une question, si on essaye de nouer un dialogue, tout de suite, on est taxé de fasciste. Et moi, je le vis pour avoir plein de belles sœurs que je salue d'ailleurs. L'une d'entre elles a un sticker sur son smartphone anti-sionisme. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai un peu bugué parce qu'elle est très jeune, que je ne crois pas du tout qu'elle s'intéresse aux questions internationales en règle générale. Si tu m'écoutes, je suis désolée si c'est faux, mais on en parlera. Mais c'est vrai que c'est des termes comme ça où je me dis, attends, mais de quoi on parle là Et donc, je lui ai demandé, pourquoi tu as ce sticker? C'est vrai que ça m'étonne un peu. À quoi t'es pro-Netanyahou? Tout de suite. Donc, tout de suite, on est dans deux... Et là, évidemment, ça n'invite pas à entamer le dialogue. Non. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette démarche qui est l'immersion aussi. Parce qu'initialement, dans le cadre du journalisme, comme tu le sais, il y a la question du contradictoire. On est toujours censé confronter nos informations en contactant les collectifs, les personnes sur lesquelles on travaille, pour savoir ce qu'elles pensent des informations qu'on récolte. Et moi, le problème, c'est dès que j'essayais de contacter des collectifs, des militants, des étudiants, etc., ils me disaient, on ne dialogue pas avec l'extrême droite, donc on ne vous répondra pas. Donc en fait, on me refusait toute forme de dialogue. C'est
C'est pour ça que je suis allée le chercher sans dire que j'étais journaliste. Prenons un exemple concret. Le 7 octobre, les viols perpétrés par le Hamas sur des femmes israéliennes. Ces viols, ils ont été prouvés et documentés. Il y a eu plusieurs types de réactions à cette issue. Il y a eu ceux qui ne croient toujours pas, disent qu'il n'y a pas eu de viol. Ce qui est techniquement... Parmi lesquels des collectifs féministes qui continuent de dire que c'est faux, que ces images sont truquées. Effectivement, je les cite dans mon ouvrage. Et donc déjà, ça va totalement à l'opposition de ce qu'est le féminisme, puisque dans les luttes féministes, ils vont vous dire « victime, on te croit ». C'est la présomption d'innocence n'existe pas, on croit les victimes quoi qu'il arrive. Là, c'était la première fois qu'elles dérogeaient à leurs règles. Il y a ceux aussi, moi j'en ai interrogé plusieurs en leur demandant mais tu crois qu'il y a eu des viols ou pas toi? Et ben ils me disaient oui, il y en a eu. Et là je me disais génial. Et ils vont vous dire mais c'est pas des viols antisémites, ce sont des viols patriarcaux. Parce que c'est le patriarcat qui a parlé, et donc c'est la pulsion d'un homme qui vient violer une femme. Et la dimension antisémite n'est pas là. Et alors, il y avait même, et ça c'était lunaire, j'ai un jour eu une citation de quelqu'un qui disait, et il ne se rendait pas compte du racisme de sa phrase alors que c'était un militant antiraciste, il a dit « Oui, mais le Hamas a répondu avec sa culture ». Et on se rend compte de la portée raciste de cette phrase qui serait que parce qu'on est donc arabe, notre culture serait de... Je dis nous parce que moi aussi je suis arabe. Notre culture serait donc de violer et de torturer des femmes. C'est ça. Et du coup, ça vient légitimer en disant oui, mais c'est des personnes dites racisées, donc c'est pas les mêmes codes. Mais c'est inentendable ces propos-là. Et donc là, on est effectivement dans cette question d'une multiplicité de vérités qui s'affrontent. Oui, avec toujours, effectivement, quand tu dis multiplicité de vérités, multiplicité d'omissions. Oui, d'omissions. Puisque ça, pour avoir vraiment beaucoup travaillé sur le sujet, quand j'étais aux États-Unis, on en parlait un peu avant de prendre l'antenne des formations professionnelles, mais avant l'enregistrement, en essayant de comprendre les mouvements à Columbia, on y reviendra. Et c'est vrai qu'on se rend compte, finalement, que ce que l'un et l'autre camp disent n'est pas toujours faux. Les dates sont vraies, souvent la lecture est plus ou moins vraie. Bon, évidemment, chacun a sa propre vérité en fonction de son histoire. Mais beaucoup de dates sont omises de part et d'autre des camps. Et donc, on a toujours un camp pour dire, mais moi, ce que je dis, c'est vrai. Tout à fait. Et puis, on peut revenir sur les réseaux sociaux, ça aussi, t'en parles. Mais c'est vraiment... C'est important, hein, si on peut faire en 2 mots, je sais pas. Parce que tout à l'heure, tu me disais, mais comment c'est possible que la Gen Z, sur laquelle moi, je travaille beaucoup, cette Gen Z se soit autant emballée sur la question palestinienne. Et c'est corps et âme, quoi. C'est vraiment... Et ça, alors moi, j'ai consacré quand même tout un chapitre entier. J'ai interviewé des influenceurs, des créateurs, créatrices de contenu, beaucoup de jeunes aussi. Ça part d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Blockout, qui a été lancé sur TikTok peu après le Met Gala, ce fameux événement de mode où l'entièreté du monde est tournée vers ce qui se passe et qui est dirigé par Anna Wintour, ce gala. Et en fait, cette fois-ci, ce mouvement qui est un proxy de BDS, Boycott des investissements sanctions, dont je vous parlais tout à l'heure, a lancé un événement, le Blockout, qui disait, voilà, vous allez dorénavant boycotter, arrêter de suivre sur les réseaux sociaux toutes les célébrités qui, ne se sont pas positionnées en faveur de la Palestine, B, n'ont pas appelé à boycotter Israël, ou C, n'ont pas partagé des cagnottes de soutien, etc. Sauf que là, on va se dire jusque-là, soit ils perdent des abonnés sur leurs réseaux sociaux. Mais sauf qu'aujourd'hui, pour pouvoir dealer avec des marques, les influenceurs, les créateurs de contenu, les acteurs, les actrices, etc., doivent avoir un certain nombre d'abonnés et un certain nombre d'affluences. L'affluence, ça se quantifie comment? Par le taux d'engagement, nombre d'abonnés et nombre de vues sur les réseaux sociaux. Si vous dealez un contrat ou par publication, comme des publicités en fait finalement, par publication, vous savez que vous allez générer, je sais pas, 500 000 vues et tant de likes, et ben vous pouvez avec une marque dire, je sais pas, je vais être rémunéré 50 000 € pour cette publication. Mais là, d'un seul coup, vous perdez l'entièreté, enfin une somme considérable de vos abonnés et donc de votre influence et de taux d'engagement, et ben c'est la panique. Et c'est le but. Et l'idée, ils l'ont appelé comme ça, la guillotine numérique. C'était de forcer. Et donc il y a encore ce champ lexical. Ah oui, la guillotine numérique violent, qui est important. Et parce qu'en fait, ça a forcé plein d'influenceurs, moi je les liste, à se positionner. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en positionnant des influenceurs qui sont très prisés par une Gen Z, et parce qu'il y a quand même une majorité qui n'en avait rien à faire de la question de la Palestine et d'Israël, honnêtement, qui est déconnectée, qui pense à sa vie, ses cours, sa fac, le lycée, etc. Et qui se dit, punaise, si même cette influenceuse que j'adore, elle se met à en parler soudainement, c'est qu'il se passe quand même quelque chose. Et de l'autre côté, et je finis juste sur ça, il y avait des influenceurs qui étaient listés. Et ça, j'en ai interviewé plusieurs, qui étaient listés comme problématiques. Parce qu'il y avait vraiment des listes de sionistes et de leurs complices. Et donc, il fallait en masse les boycotter, appeler à les boycotter, etc. Et ça, ce qu'ils racontent, c'est qu'eux vont vous dire, c'est pas violent ce qu'on fait. Mais si, je prouve comment il y a un déferlement
antisémite et un cyberharcèlement qui s'opérait sur les créateurs et créatrices de contenu qui étaient listés par ces comptes-là. Et qui, selon toi, découle aussi de l'antisionisme, parce que finalement, quand on appelle toujours à l'antisionisme, bon, l'antisionisme n'est pas marqué sur ton visage, tu vas me dire juif non plus, mais très vite, on sait dans notre entourage qu'il est, et donc finalement, c'est de l'antisémitisme, ça, on le comprend très bien avec le livre. Je commande tout ce qui m'énerve, genre l'Occident. C'est ça la petite phrase que je cherchais, parce que c'est dans un profil... Une influenceuse qui met ça vraiment dans son statut. Ah, moi, je commande tout, genre mes trucs de beauté et l'Occident. Enfin, c'est un truc... C'est absolument dingue. C'est comme si je disais, moi, sauf tel ou tel continent. Enfin, c'est absolument dingue. C'est un truc de dingue. Si on habite ça sur un autre continent, les gens se diraient que c'est fou. Et parce qu'il y a vraiment vertigineux, en fait. Et oui, là, on est dans ces questions décoloniales. On est au cœur de ça. C'est de se dire, l'Occident est un Occident colonial, l'Occident blanc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur les Juifs, j'ai même entendu que le Juif serait un surblanc. C'est-à-dire encore plus blanc que le blanc, donc plus privilégié qu'une personne blanche. Et vraiment, on est encore dans ces dimensions de privilèges, d'oppression. On se croirait revenu dans la question des privilèges à la Révolution française. Mais alors, pour revenir à cette Gen Z, elle se retrouve dans quoi, en fait ? Qu'est-ce qui la galvanise ? Si c'est pas forcément ce privilège blanc ou cet anti-privilège blanc, si c'est pas forcément l'antifascisme, parce que ça reste un mot très fort, si c'est pas forcément l'anticolonialisme, parce que je suis même pas sûre que tout le monde sache exactement de quoi on parle, qu'est-ce qui les réunit autour d'une cause commune, de cette convergence des luttes de façon aussi forte, bien sûr. En l'occurrence, c'est la colère, c'est l'indignation, c'est un moteur tellement puissant, surtout quand on est jeune, de s'indigner, d'être en colère, mais qui va marcher par effet de domino. L'un ne fonctionne pas tout seul. C'est pas parce que d'un seul coup le gouvernement israélien réplique en Palestine que toute la Gen Z va réagir. Non, c'est du coup sur coup. On a en même temps énormément de contenu sur les réseaux sociaux avec de la désinformation, mais aussi des vraies informations de massacres. C'est important de le dire. Il n'y a pas que de la désinformation loin de là. Il y a eu des vrais massacres. Et de l'autre côté, donc vous allez avoir ça. Ils vont être abreuvés en permanence parce que l'application préférée de la Gen Z, c'est TikTok. TikTok, où on sait l'importance de la désinformation. On sait qu'il y a des proxys, notamment aussi russes, qui vont pousser tel ou tel type de contenu pour appeler à une déstabilisation quand même de nos démocraties. Donc, ils vont être abreuvés par ça sur les réseaux sociaux. Ils vont être aussi à la faculté à avoir des collectifs qui, pour certains, sont en lien avec des organisations reconnues comme terroristes ou qui vont appartenir à des mouvements d'ultra-gauche radicaux qui vont leur dire « il faut que vous vous investissiez dans les luttes au maximum ». Ils vont avoir des amis, et c'est le cas de le dire, qui vont quand même être antisémites parce que l'antisémitisme, par exemple, un vrai ou faux basique, considérer qu'un juif est juif et qu'il soutient, en tant que juif, il soutient le gouvernement de Netanyahou, c'est antisémite, par exemple. Il faut se rendre compte de ça. Et demander à un juif de prouver qu'il ne soutient pas le gouvernement de Netanyahou, c'est antisémite. De la même manière que ce serait raciste si vous demandiez à une personne musulmane, est-ce que tu soutiens Daesh ? Ça, c'est raciste. Et on était d'accord là-dessus. Et quand il y avait eu justement les attaques terroristes, notamment en France, etc. Et donc, en fait, il y a cette jeunesse qui est galvanisée par du contenu qui la pousse à l'indignation et qui en plus est culpabilisée si elle ne prête pas allégeance et si elle ne soutient pas. Et en plus, il y a aussi cette question on fédère. C'est des moments où on se rencontre, c'est des moments où on se retrouve. Et c'est pour ça que moi, elle m'inquiète beaucoup, cette Gen Z, en tout cas en France, parce que les deux personnalités politiques les plus suivies par la génération Z sur Instagram, Bardella, donc finalement, les deux faces d'un extrême qui sont les plus suivis, qui sont aimés pour leur radicalité et leur punchline. Enfin, c'est absolument dingue de se dire qu'on aime des politiques pour ça. Et pourtant, il y a plein de jeunes qui pensent, et peut-être à juste titre, s'informer vraiment via des canaux, effectivement, comme TikTok, etc. Moi, je vois bien, depuis 2 jours, je suis un peu dans ton sujet, avec ton livre, évidemment, que je lis beaucoup, et du coup, ça se retrouve sur mes réseaux sociaux. L'algorithme. Et très, très vite, je ne suis que sur des influenceurs et influenceuses qui m'expliquent soit pourquoi il faut être pro-Israël, mais vraiment de façon très catégorique. Je ne te l'apprends pas à toi, je parle plutôt ici pour notre audience. Mais à contrario, si pendant toute une journée, je m'intéresse à la Palestine, j'ai des influenceurs, mais qui, entre 2 coups de make-up, vont m'expliquer pourquoi il faut soutenir la lutte armée palestinienne. Donc, c'est vraiment... Tu parlais de porosité tout à l'heure. Moi, c'est un truc... Quand je lis ton livre, je me dis, attends, mais... à la fois, je m'inquiète beaucoup, et à la fois, je me dis, bon, si je l'ai appris en lisant ton livre, c'est que quelque part, on est encore un peu préservé, mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Pour revenir au campus, parce que tu es aussi allé à Columbia pour rencontrer notamment des professeurs. Quand j'ai écrit des articles un peu d'analyse sur pourquoi les étudiants s'emparaient de cette question-là, un philosophe m'a répondu, je crois aussi un philosophe américain, m'a répondu, je crois aussi que le collectif
offre aux jeunes une spiritualité qu'ils n'ont plus. C'est une très bonne Est-ce que ça, tu le sens, toi, ou Bien pas? sûr. Ouais. C'est une spiritualité qu'ils n'ont plus, mais qui allait se trouver dans une radicalité de religion, quelle que soit la religion. On a une quête de sens, et cette quête de sens, on la retrouve par le fait de se réunir. Et par exemple, il faut aussi se rendre compte que et c'est ce me témoignent beaucoup de militants, parce que pour les besoins de ce livre, j'ai interrogé plus d'une centaine de personnes au total, dont beaucoup de militants LGBT et féministes, qui me disent, juifs ou non juifs, qu'après le 7 octobre, ils se rendaient bien compte que s'ils commençaient à parler, à dire qu'ils n'étaient pas d'accord, ils perdaient leurs camarades de lutte, ils perdaient leurs frères et leurs sœurs de lutte. Encore plus pour les luttes LGBT, où on sait comment la question LGBT vient fragmenter des familles, qu'il y a des enfants dont les parents ne leur adressent plus la parole parce qu'ils sont gays, lesbiennes, trans, etc., et qui se disent, et qui se sont retrouvés, qui ont fait famille autrement, en retrouvant des amis de lutte, des camarades de combat. Et si d'un seul coup, ils se mettaient à se dire, en fait, je suis pas totalement d'accord avec toi, moi, j'aime pas trop le Hamas, en fait. Ils se disent, mais en fait, je vais perdre mes derniers alliés, mes derniers soutiens. Et c'est ça qui est encore plus violent. C'est cette double peine qui permet, du coup, il y a une forme d'adoubement passif, ou alors le fait des dépressions énormes. Et ça, il y en a tellement, des dépressions depuis le 7 octobre. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, là si la Gen Z nous écoutait, certains auditeurs, moi je préfère effectivement dire Gen Z plutôt que les jeunes, comme si on avait 58 ans. C'est très bien. La Gen Z, qu'est-ce que tu voudrais leur dire là, comme ça? À part lisez mon bouquin. Non, je leur dirais même pas ça. Lisez peut-être juste le chapitre Blockout ou les chapitres sur les campus. Lisez pas tout le livre. Si ça ne vous intéresse pas, je comprends totalement. Je dirais juste, demandez à vos amis qui ne réagissent pas depuis le conflit, que vous voyez peut-être hésitants, qui osent peut-être pas vous dire qu'il y a quelque chose qui leur met mal à l'aise. Pourquoi ça les met mal à l'aise? Essayez de les écouter aussi. Regardez des témoignages de gens qui parlent de leur ressenti. Pas, comme tu disais tout à l'heure, des influenceurs qui vont vous dire voilà pourquoi il faut soutenir le gouvernement, etc. Non, des gens qui vous disent bah voilà, depuis le 7 octobre, moi je me sens seule, j'ai envie de mourir en fait, parce que c'est ce qu'on m'a expliqué. J'ai envie de mourir, je me fais harceler, je me fais insulter, je me fais même violer, parce qu'on a une petite fille de 12 ans qui a été violée à Courbevoie. Et juste les écouter parce qu'elle n'avait pas dit à son mec qu'elle était juive. Qu'elle était juive. Enfin, bon, et donc, pour pouvoir soutenir la Palestine. Et donc, en l'occurrence, il faut quand même juste écouter ces gens-là. Mais de la même manière qu'il faut écouter ceux qui vont vous dire, bah oui, il y a des violences sexistes, des violences sexuelles qui augmentent. Vous écoutez les concernés, vous êtes les premiers à dire, victime, je te crois. Laissez parler les concernés, et laissez-les parler et écoutez-les sincèrement et de manière non belliqueuse. Je pense que c'est le plus important. Mais comment... et ça c'est une question qu'on pose beaucoup aux invités ici, quand on est dans une discussion aussi tendue, toi en plus qui as fait ce travail d'infiltration, d'immersion, donc il y a quand même vachement de bagages, disons, pour répondre, quand tu entends des choses de type « Ah, t'es pas antisioniste, alors quoi, t'es pro-Israël ?» Tu vois, j'imagine que tu dois quand même encore l'entendre, même dans ton entourage proche, quoi. C'est pas que des gens qui ne s'y intéressent pas qui disent ça, c'est des raccourcis qu'on fait très souvent et que moi j'ai pu faire aussi d'ailleurs. Comment est-ce que tu réponds ? Alors moi, je réponds toujours par des faits. J'ai remarqué que ça marche beaucoup de dire, par exemple... en fait, je vais prendre un tout autre exemple. Avant le 7 octobre, en 2022, j'avais beaucoup travaillé sur un militantisme radical au sein des luttes féministes et LGBT. Et j'avais travaillé sur un événement qui s'appelle la Pride radicale en France, qui s'opposait à la fameuse marche des fiertés, la Pride, et qui organisait une manif qui était en non-mixité choisie. Ça veut dire que les Blancs allaient au fond de la manif, au fond des cortèges, et les personnes non blanches allaient devant. Et moi, mon rôle en tant que racisée, immergée au sein de ces luttes, c'était de la faire appliquer. Faire le tri, quoi. Faire un tri de couleur de peau. Et donc, je m'étais retrouvée, pour les besoins d'une Pride antiraciste, à séparer notamment un couple LGBT. L'un était visiblement maghrébin, l'autre était blanc. Et j'avais dit à la personne non blanche, bah, toi, tu peux rester là, l'autre, il doit aller au fond. Et il m'avait regardé, il m'avait dit, mais vous êtes complètement folle, en fait. Moi, je me suis battue toute ma vie pour pouvoir avoir le droit de marcher bien dans la main, fièrement avec mon compagnon, sans me faire tabasser. Et là, au nom du progressisme, etc., vous voulez nous séparer ? Et c'est ça vos causes. Et bien, par exemple, quand moi je donne juste cet exemple-là, en disant, je viens de te raconter ça, qu'est-ce que toi tu en penses? Et bien, en fait, quand on leur donne des exemples avec autant de dichotomies, il y a forcément une réaction. C'est de dire, ah bah non, j'avoue que je suis pas d'accord. De la même manière, quand on parle des viols du 7 octobre, il faut l'amener de manière très subtile en disant, voilà, ils ont été reconnus, qu'en penses-tu? En fait, être toujours dans une forme de questionnement, mais pas un questionnement ironique. C'est plus d'amener un fait et se questionner ce fait uniquement. En disant, bah voilà, quand Rima Hassan dit one by one dans sa story, en disant, en voyant le Hamas exécuter des civils palestiniens. Toi, tu en penses quoi, vu que tu dis justement, tu soutiens les civils palestiniens?
juste du Oui, c'est questionnement vrai. et du vrai questionnement, pas ironique. Mhm. Parce qu'il faut sincèrement aussi attendre une réponse en face, parce que c'est ce qui fait ce cheminement. On polit notre pierre brute au Ouais, contact ouais. de l'autre. Mhm. Et c'est ce que j'espère qu'il Mhm. pourra continuer à se passer. Cette convergence des luttes, je t'ai un peu posé la question au tout début. Elle cherche quoi en fait j'étaye un tout petit peu quand on voit la violence, parce qu'à nouveau, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué dans ton enquête. C'est l'appel à la violence. C'est vraiment dire lève-toi, tape celui qui n'est pas d'accord avec toi, casse des gueules, prends des matraques dans les manifestations parce que tu vas casser du facho. Et le facho, c'est toi en fait. Hein. Oui, Donc c'est bien toi, sûr. ça peut être moi potentiellement, puisque je suis journaliste et que Ouais. très souvent les journalistes seraient fachos. Mhm. Quand on entend ça, vraiment cet appel à la violence, moi ce que j'en comprends, c'est le but de l'ultra-gauche, c'est la guerre civile. Effectivement. Vraiment, honnêtement, je vais citer un militant, et il n'est pas le seul, hein, de la France insoumise, qui m'a dit un jour: la révolution se fera avec ou sans les urnes. Donc c'est que dans tous les cas, il y a une révolution, et qu'effectivement, pour le moment, ils se sont dit, et je le prouve dans le livre, comment des militants liés aux frères musulmans, des militants ultra-radicaux, va faire attention, investissent dans des partis comme la France insoumise parce qu'ils disent on doit les radicaliser, c'est notre cheval de Troie. Mais en l'occurrence, cet intérêt électoral, ce clientélisme, au bout d'un moment, il va mener au chaos, justement, parce qu'il y aura une telle opposition. D'un côté, une extrême droite, et la seule réponse qui sera proposée à l'extrême droite, ça sera quoi? Ce sera ce front révolutionnaire, antisémite, ultra-violent. Et où est-ce que vont se passer les personnes juives, non juives, qui sont inquiétées et qui vont être prises en étau entre ces deux extrêmes? Ou même les personnes non violentes, tout simplement. Les personnes tout simplement non violentes, oui, c'est pour ça que j'ai dit juives, non juives, Oui. mais tout simplement les citoyens français, les personnes non violentes qui ne veulent pas se retrouver entre deux types de violences différentes, mais tout aussi dangereuses pour nos démocraties. Est-ce que tu penses que les manifestants ou les membres de ces collectifs, ou même cette Gen Z qui est vraiment assez active au sein de ces rassemblements, est-ce qu'ils sont conscients, à minima, de la radicalité de leur figure? Parce qu'en fait, ce qu'on comprend dans le livre, c'est que peut-être qu'il n'y a qu'un petit pourcentage qui est véritablement belliqueux, mais les figures, souvent, des collectifs, les leaders des manifestations sont parfois extrêmement radicales. Certains en sont conscients. D'autres peuvent s'en rendre compte par moments, mais l'excusent ou ferment les yeux. Et il y en a certains qui en sont même ravis. Et c'est le problème, justement. C'est que ceux qui les excusent et qui se disent de toute manière, la lutte est là et on est là pour faire avancer les choses, et bien justement, c'est ce qui va entraîner encore plus de violence et de radicalité. Et même quand on voit, par exemple, moi je parlais d'un influenceur, agent d'influence de la République islamique d'Iran, quand même, qui distribue des drapeaux du régime en pleine manif à des jeunes qui ne comprennent pas ou d'autres qui comprennent, et bien là, normalement, on devrait se dire, mais là, quand même, vous marchiez et vous êtes effarés par ce que vivent les hommes et les femmes iraniennes en Iran, et vous acceptez des drapeaux de la République islamique d'Iran, ça n'a aucun sens, en fait. Et il va y avoir un malaise, mais il va y avoir finalement du silence. Et c'est ce qui me fait très peur dans ces luttes, justement. Une dernière chose, parce que tu dis... on l'excuse, la plupart de ces participants excusent ou décident de ne pas voir. Au nom de quoi? Au nom, je pense, c'est triste à dire, au nom du chaos. Et moi, j'ai très peur de cette question du chaos, cette question de la guerre civile, qui est vraiment justement de se dire, on est là pour faire table rase, on est là pour s'en prendre à ce qu'est la République aujourd'hui. Encore une fois, on y vient, parce que finalement, le point commun entre des organisations islamistes, les frères musulmans, mais aussi bien une ultra-gauche... C'est la chute de la République, c'est la chute des institutions. Exactement, et le rejet de l'État. Et je dis pas, attention, le rejet d'État ne veut pas dire le rejet d'un gouvernement, d'un président, etc. Oui, parce que ça, à nouveau, la Gen Z dit souvent, on rejette le gouvernement, on rejette les institutions. Un État. Et donc, en fait, c'est le souci, et c'est ce qui conduit généralement à des révolutions, et c'est pour ça que beaucoup d'historiens alertent sur la situation actuelle. En tout cas, ce que nous, on est en train de vivre en France, mais je pense que ça fait aussi écho à ce qui se passe en Belgique, mais aussi dans d'autres pays, effectivement. C'est une vraie chute de nos démocraties. Et j'ai très peur de la suite, et surtout toi qui as couvert ce qui s'est passé aux États-Unis, mais aussi mes amies iraniennes qui nous disent très bien ce qui s'est passé en Iran quand les islamistes se sont liés à l'extrême gauche iranienne. On sait ce que ça a donné par la suite, et oui, bien sûr, ça fait très peur. Nora, une dernière chose, s'il y avait un élément de ton livre à retenir, ce serait quoi? La phrase de fin. Je dirais juste...
Après m'avoir lu, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Donc vraiment, moi, j'attends et j'encourage ceux qui veulent me critiquer à me lire et à me dire quels faits que j'ai avancés sont faux. Parce que j'ai beaucoup travaillé en source ouverte. Le reste, c'est des témoignages que j'ai recueillis. Confrontez-moi sur des faits et je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Nora, Merci. d'avoir passé tout ce temps avec nous. À la fois, ça glace le sang et en même temps, c'est important. Je rappelle quand même que les nouveaux antisémites paraissent chez Albin Michel. C'est ta deuxième enquête. On n'a pas beaucoup parlé de la première, les nouveaux inquisiteurs, mais bon, voilà, on te recevra peut-être une autre fois. Et ça fait partie des meilleures ventes de la rentrée. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes audio et vidéo et puis à activer la notification sur YouTube. Si vous n'avez rien suivi de ce que je viens de dire, tout est écrit dans la description de la vidéo. À très vite.